Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue pour un autre aperçu de la LNH pour la saison 2024-2025. Et aujourd'hui, on s'attaque à nos chers Canadiens de Montréal. Alors, nos chers Canadiens de Montréal qui ont connu une saison plutôt difficile la saison dernière. On va passer en revue les statistiques de la dernière saison. Par la suite, on va y aller avec des espoirs qui sont à suivre. Puis c'est le fun parce que pour une fois que le Canadien a une banque d'espoirs qui est intéressante, ou du moins qui est plus relevé que les années passées, ben on a des espoirs qui sont vraiment intéressants qui vont être à suivre. Sinon, ben je vous invite bien évidemment à me suivre sur mes différentes plateformes, dont entre autres sur YouTube et TikTok au nom toujours de HockeyFan514. Et puis sinon, ben vous pouvez utiliser le hashtag HF514. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour sur le site alacoupe.ca pour voir les étés des différentes organisations de la LNH en 32 en 32. Notre chroniqueur Andy Saucier passe en revue les différents mouvements qui ont été faits par les organisations pendant l'été. Et ça, c'est disponible sur le site alacoupe.ca. Alors, on va y aller maintenant avec le Canadien de Montréal édition 2023-2024. Disons que la saison a été un peu compliquée, mais on se cache pas les choses. On est en reconstruction du côté de Montréal. On le sait très bien. Ce qu'on veut, c'est donner de l'expérience à nos jeunes. On veut les entourer aussi. Ça, c'est important. Il ne faut pas juste donner de l'expérience. Il faut aussi les entourer comme du monde. Puis, ben, veut pas, quand on fait une reconstruction, ben, les jeunes, quand ils apprennent, ils font des erreurs. Donc, bref, ça n'a vraiment pas été une saison exceptionnelle, sauf qu'il y a quand même beaucoup de points positifs dans la dernière saison du Canadien de Montréal, dont entre autres le fait que c'est une organisation qui s'est extrêmement battue, et ce malgré le fait que son dossier est peu reluisant. Il reste que c'est une équipe qui s'est battue quand même soir après soir. Peut-être un peu plus compliqué à ce niveau-là en fin de saison, mais sinon, somme toute, là, de manière générale, c'est une équipe qui se battait quand même très très bien. Fait on a quand même développé un peu de caractère, on a donné beaucoup d'expérience à des jeunes, et ben, sinon, on a été frappé par des blessures. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important du côté du Canadien, parce qu'on a eu des blessures à long terme. Dans le cas de Kirby Dack, il a joué littéralement un match et une période. Là. Fait que, ben, il a eu le temps de faire 2 points. Il a eu le temps de faire 2 points pareil, mais Kirby Dack a manqué pratiquement toute la saison. En fait, on peut dire, là, littéralement, il a manqué toute la saison. Sinon, plusieurs blessés là, à long terme. Là, je pense entre autres New Hook qui a joué 55 matchs, Christian Vorak qui en a joué juste 30. Même à la limite, David Savard, là, il en a quand même manqué une vingtaine. Il a joué 60 matchs. Fait qu'il y a eu beaucoup de blessures. Le Canadien a dû s'adapter en cours de route. Et c'est ce qui a peut-être compliqué certaines choses. Du côté de Martin Saint-Louis, on a essayé de travailler un petit peu individuellement avec nos gars, parce que c'est ça qu'on veut au final, c'est développer nos gars. On a travaillé beaucoup, entre autres, avec Cole Caulfield. On a essayé d'amener un style de jeu qui était plus complet. Donc, on veut qu'il soit impliqué physiquement, qu'il aille dans les endroits où ça fait mal, qu'il ne se contente pas d'aller tout le temps dans son petit bureau pour faire des one-timers. Fait qu'on a travaillé cet aspect-là du jeu individuel de Cole Caulfield. On a travaillé avec Joel Armia aussi beaucoup. Quand il est descendu à Laval, il n'y avait pas de moral vraiment très haut. Fait qu'on l'a ramené à ses bases de ce qui était bon. Puis lui, c'est la possession de rondelles. Fait il faut qu'il utilise son corps, il faut qu'il mette de l'énergie. Puis ça l'a bien été. Et que dire de la progression de Juraj Slavovski. Franchement, ça a été monumental. Alors, on y va maintenant pour une revue des statistiques de la saison dernière du côté du Canadien de Montréal. Alors, évidemment, le directeur général, c'est Kent Hughes. On revient avec lui. Sinon, Martin Saint-Louis est entraîneur-chef. Encore là, on revient avec lui. Au niveau de la Ligue, on a terminé 28e. Au niveau de la conférence, on a terminé 15e. Donc, on a fini dans les bas-fonds. Autant au niveau de la conférence que de la Ligue. Mais ça va un peu de pair. Là. Quand tu finis dans les bas-fonds pour un, tu vas finir dans les bas-fonds pour l'autre aussi. On n'a évidemment pas participé aux séries éliminatoires. J'ai oublié de le marquer, le non disponible. Mais en tout cas, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. C'est sûr que en finissant 28e, tu participeras pas. Et sinon, ben, c'est 30 victoires, 36 défaites, 16 défaites en prolongation pour un total de 76 points. Une moyenne de buts marqués de 2,83. C'est pas par jeu. On est 26e dans la ligue. Une moyenne de buts accordés de 3,43. On est 27e dans la ligue. Un avantage numérique à 17,5%. On est 27e dans la ligue. Et finalement, un désavantage à 76,5%. On est 24e dans la ligue. Donc, bref, aucune statistique d'équipe où on est dans plus que le top 20, là, qu'on est inclus dans le top 20. On est tout le temps en bas du top 20. Fait que ça a été compliqué à peu près à tous les niveaux pour le Canadien de Montréal au niveau du style de jeu collectif. C'est une organisation qui a paru souvent désordonnée dans son style de jeu défensif. C'est une organisation qui prenait des risques qui rapportaient pas toujours. Donc, on apprend.
On apprend du côté du Canadien. Le meilleur buteur aurait été Nick Suzuki qui a connu la meilleure saison de sa carrière, mais Suzuki est abonné à ça, ma foi, là, année après année, c'est la meilleure saison de sa carrière. Encore une fois, cette année, là, on parle de 33 buts pour ce qui est de Nick Suzuki. Excellente saison, 77 points, il a terminé au premier rang des pointeurs pour le capitaine du Canadien de Montréal. Euh, Nick Suzuki, il s'améliore année après année, il gagne en responsabilité. Donc, lui il a connu la meilleure saison de sa carrière à tous les niveaux, autant pour les buts, aussi pour les passes, 44 passes la saison dernière, puis pour les points, donc la totale Nick Suzuki, ça a été la meilleure saison de sa carrière. Sinon, il y a quelques joueurs qui ont connu quand même les meilleures saisons de leur carrière, entre autres Alex Newhook, même s'il a manqué beaucoup de matchs, en 55 matchs, il a 34 points. Dont 15 buts, fait qu'il a atteint un nouveau sommet pour ce qui est des buts avec 15, puis pour ce qui est des points avec 34. C'est un joueur qu'on a apprécié pour sa vitesse essentiellement la saison dernière, mais qui a montré des beaux flashs offensifs. Sinon, ben, bien évidemment, Mike Madison. Mike Madison qui a connu une excellente saison. On ne suit pas au moins 24. Là. Il a connu une excellente saison du côté du Canadien de Montréal. Ça a été la meilleure saison de sa carrière. 62 points en 82 matchs, moins 24 pour le défenseur montréalais. Alors, ça a été individuellement, ça a été une bonne saison pour certains joueurs. Il y en a d'autres pour qui c'est une saison carrément à oublier. Là. Je pense à Christian Dvorak et à Kirby Dack. C'est vraiment, on oublie ça et on passe à autre chose. Un point qui a été un point finalement positif pour le Canadien, c'est qu'on a mis fin au trio de gardiens de but. Ça a commencé à être un peu n'importe quoi. Comment tu peux dire que tu veux développer Kaden Primo si tu gardes toujours trois gardiens? Ça ça n'avait pas de sens. Fait que Jake Allen a finalement été échangé en date du 8 mars au New Jersey. Puis il y avait quand même une saison coup-ci, coup-ça, là, en 21 matchs, 3,65 de moyenne, 892. C'était pas tant vargeux, mettons, là, du côté de Jake Allen. Fait que bref, au moins là, on est clair. Nos deux gardiens, c'est Montembeault et Primo du côté du Canadien de Montréal. Pour l'instant, il n'y a pas encore d'espoir qui sont capables de challenger les deux gars en place au niveau de la Ligue nationale. Sinon, ben, il faut mentionner aussi que Sean Monahan faisait relativement bien avant d'être échangé du côté des Jets de Winnipeg en 49 matchs, 35 points. Puis pour ce qui est de Sean Monahan, très rare qu'il n'ait pas manqué de match. Puis là, il en a même joué un de plus. Plus que 82 matchs. De mémoire, il me semble qu'il a joué 83 matchs la saison dernière. Donc, pour ce qui est de Sean Monahan, ça allait bien. Il avait une bonne saison avant d'être échangé. Puis ça l'a fait aussi qu'il est devenu une bonne monnaie d'échange là, pour le Canadien de Montréal. Alors, c'est pas mal ça pour ce qui est du survol de la saison dernière. Beaucoup de place à l'amélioration. C'est une saison qui n'est pas à oublier parce qu'on a acquis beaucoup d'expérience, mais il y a beaucoup de place à l'amélioration, autant offensivement, défensivement, unité spéciale, la totale. D'ailleurs, on a Alex Burrows qui est parti. On a changé de coach pour les unités spéciales. Je me rappelle pas de son nom par contre. Je sais que c'est quelqu'un que Martin Saint-Louis connaissait, mais je me rappelle pas de son nom. Bref, on a un nouveau coach. Peut-être que ça va changer au niveau des unités spéciales, du moins c'est ce qu'on souhaite assurément. Alors par la suite, on va y aller avec les espoirs, des espoirs qui sont à suivre cette année du côté du Canadien de Montréal. Puis ça, c'est le point très positif, c'est que là, le Canadien a une banque d'espoirs qui ont un bon talent, ou du moins qui a un bon potentiel de talent. Fait que c'est ce qui fait que ça va être intéressant de suivre le développement de ces différents joueurs-là. Il y en a peut-être qui vont être avec le Rocket pendant une partie de la saison, mais ou même la totalité de la saison, je sais pas là, mais tranquillement mais sûrement, on va les développer. Puis ça, c'est le fun parce qu'au moins on voit nos gars de demain. Si vous, exemple, moi je vais souvent voir des matchs de Rocket, fait que tu sais, Kaden Primo, je l'ai vu jouer. Jake Evans, je l'ai vu beaucoup jouer aussi. Fait que c'est le fun après ça de les voir jouer. Ça coûte moins cher d'aller voir le Rocket. Je vous mentionne ça à la volée. Donc les espoirs qui sont à suivre cette année du côté du Canadien de Montréal, ben Lane Hudson, évidemment, un défenseur de 20 ans. Petit gabarit pour ce qui est de Lane Hudson. On a un gros 5 pieds 10, on a grandi. 161 livres. Il a évolué majoritairement au niveau de la NCAA la saison dernière. Donc en 38 matchs, il a 15 buts, 34 passes pour 49 points. Plus d'un point par match pour le petit défenseur. Au niveau des moins de 20 ans international, il a 6 points en 7 matchs. On l'a vu un petit peu à Montréal. Il a joué un gros 2 matchs, 2 points. Ça l'aura été ça. C'est ça? Je pense que c'est ça. Il me semble qu'il y avait deux matchs, 2 points. Kirby Dack, 2 matchs, 2 points. Lane Hudson, 2 matchs, 2 points. Fait que, ouais, 2 matchs, 2 points pour ce qui est de Lane Hudson. Alors, dans le cas de Lane Hudson, bon, on parle évidemment d'un gars qui a un bon coup de patin. C'est un gars qui a de très bonnes mains. Son puck handling, donc le contrôle de la palette, il est très bon. C'est un joueur qu'on considère comme ayant un très haut IQ, un très haut sens du hockey.
très mobile et qui fait de bonnes passes, donc qui alimente bien le jeu. C'est un gars qui est capable de tourner sur un lycéen, c'est un gars qui est capable de faire du ballet sur la ligne bleue. C'est un joueur qui est excitant à voir jouer, mais c'est un joueur à petit gabarit, donc évidemment, il va falloir qu'il gagne en force au niveau de ses jambes. S'il veut jouer au niveau de la Ligue nationale, puis c'est son cas, ben il va falloir qu'il gagne un peu en force. Mais sinon, pour ce qui est du reste, il y a le tempérament, parce que c'est un battant. Puis il y a le style créatif aussi. Là, fait que ça va être le fun. S'il reste en santé, là, on va l'aimer à Montréal, Lane Hudson. C'est un joueur qui est très divertissant et très spectaculaire à voir jouer. Par la suite, on va y aller avec le défenseur Logan Mayou, 21 ans. Lui, il évoluait du côté du Rocket de Laval la saison dernière. Donc en 72 matchs, il a 14 buts et 33 passes pour 47 points. C'est lui qui a été invité en fait au match des étoiles pour représenter le Rocket la saison dernière. On parle ici d'un défenseur quand même à très gros gabarit et fort physiquement. Puis malgré qu'il est fort physiquement et qu'il est gros, c'est un joueur qui est très mobile. Donc Logan Mayou, c'est pas le talent offensif qu'on va rechercher le plus, mais il y a une touche offensive qui va être là. Et puis sinon, physiquement, il est capable de s'imposer. Fait qu'il est capable de tenir un gars au niveau du fond de la zone, puis il est capable de tasser un gars au besoin aussi. Donc, Logan Mayou, c'est un défenseur qui a la stature pour jouer dans la LNH déjà. Puis là, ben, il reste à savoir s'il va être capable d'évoluer au niveau de sa lecture de jeu, surtout au niveau défensif, parce qu'il y avait quelques lacunes la saison dernière pour ce qui est de Logan Mayou. Et par la suite, on se fait plaisir. On se fait plaisir avec le dernier, parce qu'évidemment, il ne sera pas dans la LNH cette année, mais il faut quand même qu'on en parle. Et c'est bien entendu Ivan Demidov, un joueur de 18 ans, lui qui peut jouer autant à l'aile droite qu'au centre. La saison dernière, il évoluait au niveau junior là, dans la Russie. Fait que la MHL, en 30 matchs, il a 23 buts, 37 passes, 60 points. Aïe, 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 aïe. OK. Sinon, ben, il a joué aussi dans les séries éliminatoires au niveau de la MHL. En 17 matchs, il a 11 buts, 17 passes, 28 points. Alors, Ivan Demidov, ben, on parle ici d'un joueur de 6 pieds, 192 livres. C'est sûr qu'il y a un gros gabarit, ça l'aide quand tu joues contre des gars plus jeunes. Mais c'est un joueur qui est très créatif. Très, très créatif. Fait que, encore là, si Lane Hudson est dynamique, ben, Ivan Demidov, lui, il l'est encore plus à sa façon, mettons. Il patine peut-être un peu moins, mais il est capable de provoquer beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment son atout principal, c'est l'attaque. Pour ce qui est du jeune joueur russe, qui d'ailleurs, les fans ont été très contents de voir qu'on choisissait finalement un talent offensif aussi pur. Parce que le dernier talent offensif aussi pur qu'on a vu à Montréal était probablement Alex Kovalev. Là. Ça commence à faire longtemps. Là. Fait que ça fait du bien. Évidemment, il est réputé pour son sens du hockey, donc sa lecture de jeu. C'est un joueur qui est très porté vers l'attaque et qui a de très très bonnes mains. Ivan Demidov qui va le soulever des foules dans les années à venir, mais pas cette année puisqu'il jouera du côté de la Russie. Alors on va y aller maintenant avec un alignement qui est un alignement projeté. Alors, pour ce qui est de mon alignement projeté, au moment de tourner la vidéo, il y a deux matchs de camp des espoirs qui ont été joués, mais le camp d'entraînement régulier n'est toujours pas commencé. Dans le camp des espoirs, je dirais que Lane Hudson a attiré peut-être plus l'attention. Dans le cas de Lane Hudson, moi je l'ai mis parce que j'aimerais le voir à Montréal, mais ça se peut très bien qu'on décide d'y donner un peu plus de temps d'adaptation. Quand on avait posé la question à Quinn Hughes, parce qu'il y a un style un peu similaire à Quinn Hughes, c'est un petit défenseur très mobile qui patine beaucoup et qui aime provoquer des choses offensivement. Quinn Hughes vient des collèges américains, fait qu'on avait demandé à Quinn Hughes si Lane Hudson, d'après lui, il allait s'adapter rapidement, chose à laquelle Quinn Hughes avait mentionné que oui, il faut qu'il gagne de la force, mais sinon, il pense que son style de jeu est probablement déjà adapté. Il va gagner en vitesse, anyways, là, sa lecture va être un petit peu plus rapide. Fait que oui, il devrait être prêt. Il s'agit juste, est-ce qu'il va être capable de tenir tête physiquement au gars. Mais si tel est le cas, il pourra commencer dans la LNH et moi j'ai décidé que je le faisais commencer dans la LNH. Alors pour ce qui est du premier trio, ben, on ne change pas grand-chose. La saison dernière, on a eu une éclosion totale de Juraj Slavkovski. Ça en est carrément ridicule. Slavkovski, là, en... Slavkov. Je me l'avais écrit quelque part, je me rappelle plus c'est où. Mais en tout cas, en début de saison, il y avait une affaire comme genre 7 ou 8 points. 7 points en 29 matchs en début de saison, puis pour la balance, 43 points en 53 matchs. Son ratio points par match a vraiment
Mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé en fait. Il a gagné en confiance puis possession de rondelle. My God. Donc on parle ici d'un ailier gauche gros gabarit, un joueur qui est capable de patiner, qui aime bien la possession de rondelle. C'est un gars qui est capable de tirer comme il est capable d'alimenter aussi. C'est un joueur qui est un joueur qui va aller dans le trafic. Puis ça c'est quelque chose qui fait du bien à une ligne qui était une ligne peut-être avec cette petit faible-là, puisqu'on retrouve encore une fois Nick Suzuki avec Cole Caulfield. Nick Suzuki, meilleure saison en carrière la saison dernière, 77 points en 82 matchs. Un gars responsable qui est capable de créer de l'offensive. Et du côté de Cole Caulfield, ben, c'est 65 points en 82 matchs, donc c'est quand même pas tant mauvais. On lui a demandé de s'impliquer plus physiquement. Évidemment, il a peut-être pas atteint 40 buts, c'est ça qu'on espère de Cole Caulfield, mais il reste qu'il a réussi quand même à aller chercher son lot de points. Puis ça, c'est très bien pour lui. Fait que, bref, Cole Caulfield qui revient avec Nick Suzuki et Juraj Slavkovski. Au niveau du deuxième trio, c'est là où ça va faire du bien, guys, parce que là, on a le retour de Kirby Dack et de Alex Newhook. Alors, on espère, on croise les doigts qu'ils restent en santé, les deux gars. Alex Newhook qui est sur l'aile gauche de mon deuxième trio. Alors, c'est 34 points en 55 matchs pour ce qui est d'Alex Newhook la saison dernière. Du côté de Kirby Dack, ben, 2 points en 2 matchs, mais c'est ça, il n'a pas joué 2 matchs complets, il a joué genre une période du deuxième match. Et notre nouvel arrivant, oui, 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 c'est pas mon joueur préféré, mais c'est assurément une puissance offensive et je parle évidemment de Patrick Laine. Patrick Laine, 9 points en 18 matchs l'année passée et c'est une saison désastreuse. Fait que ça veut dire qu'il aurait pu connaître une saison de 40 points en 82 matchs, puis on aurait dit que c'est désastreux. Le gars va pas bien, puis il fait un point par match. Ça vous donne une idée du genre de joueur qu'il est. C'est un très gros bonhomme. Donc, il est grand, il est gros. De ce que moi j'ai vu de ce joueur-là, il n'utilise pas énormément son corps, par contre. C'est pas un joueur qui est très physique. Mais il en reste pas moins qu'il est capable d'utiliser son corps pour aller dans les zones payantes. C'est un joueur qui a un tir d'élite, assurément. Ça a été plus compliqué là, dans les dernières saisons, mais c'est quand même un des forts tirs précis dans la Ligue nationale de hockey. Puis il n'est pas vieux, là. Patrick Laine, il a 26 ans. Fait que, bref, c'est 9 points en 18 matchs la saison dernière du côté de Columbus. Évidemment, il y a eu des blessures, puis il a fait appel aussi au programme d'aide aux joueurs. Donc, il a manqué presque la totalité de la saison dernière. En termes de troisième trio, ben là, on y va avec Brandon Gallagher. Ça commence à coûter cher, l'allié de troisième trio. Ça va être encore pire sur le quatrième, on s'en reparle. Brandon Gallagher, c'est 31 points en 77 matchs la saison dernière. Au moins, il a joué presque toute la saison. C'est un joueur qui a tendance à être blessé, entre autres au niveau de ses mains assez régulièrement. Donc, ça, c'est un petit peu problématique, mais c'est un joueur qui peut quand même trouver ses repères dans un style de jeu où on se mouille le nez dans les zones chaudes. Là, Christian Vorak qui revient, lui c'est 9 points en 30 matchs la saison dernière. Bon, encore là, blessure lui aussi. On parle d'un gros joueur de centre qui n'a pas nécessairement un côté offensif très fort, mais c'est un gros bonhomme qui est capable d'aller dans le bas de l'enclave puis en arrière du filet sans aucun problème. Puis c'est ce qui fait qu'on peut l'utiliser entre autres en avantage numérique parce qu'il est capable d'aller dans ce genre de zone-là. Fait à ce moment-là, ben, on a comme une carte de plus. Et qu'on fait jouer avec Joel Armia, 25 points en 66 matchs. Joel Armia, avant d'aller au Rocket et après le Rocket, c'est deux joueurs différents. Il était beaucoup plus impliqué, il utilisait beaucoup son corps pour la possession de rondelles. C'est probablement le meilleur en possession de rondelles chez le Canadien avec Juraj Slavkovski. Slavkov, hey, j'ai de la misère le F puis le K. Slavkovski. Alors, c'est probablement le meilleur en possession de rondelles avec Juraj Slavkovski. Donc, 25 points en 66 matchs, quand même pas mauvais pour Joel Armia. Et par la suite, en termes de quatrième trio, j'aime pas tant mettre un joueur offensif sur un quatrième trio comme Joshua Roy, mais j'avais comme pas tant de place. Il y a trop d'attaquants dans cette équipe-là. 9 points en 23 matchs pour le jeune joueur québécois de 21 ans. Il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine en 41 matchs, 32 points du côté du Rocket de Laval. Et comme quatrième centre, j'y vais avec Jake Evans, 12 points en 61 matchs. On le connaît bien, c'est un gars qui est très responsable défensivement. Que je fais jouer avec Josh Anderson. Et ça coûte cher en petit guidou de quatrième trio. 20 points en 78 matchs la saison dernière. Ça a été une saison désastreuse pour Josh Anderson. Il faut qu'il se ressaisisse. Puis c'est sûr que ce ne sera pas avec Evans Pirois qui va se ressaisir. Mais écoute, il prendra les opportunités qu'il y aura. Puis c'est ça. Ensuite de ça, Scratch, on y va avec Michael Pezzetta. Mention honorable à notre Québécois Raphaël Harvey-Pinard qui s'est blessé lors d'un événement caritatif. Je ne me rappelle pas c'était quoi. Qui ne devrait pas être là pour le début de la saison. Fait qu'il récupère rapidement. On lui souhaite. Au niveau des défenseurs, ben là, c'est là que je me suis amusé un petit peu. On a
On a plusieurs candidats, on n'a pas plusieurs postes. C'est un peu ça la réalité au niveau de la défensive du Canadien cette saison. Fait que j'y ai été avec Madison Goulet. Ils se connaissent bien. Goulet qui est peut-être plus défensif. Ça a été up and down sa saison, la saison dernière. 22 points en 70 matchs pour le jeune défenseur de 22 ans. Et sinon, ben, on le fait jouer avec Mike Madison, qui est assurément le premier défenseur de l'organisation. La saison dernière, c'est 62 points en 82 matchs pour ce qui est de Mike Madison. Un défenseur très mobile, vraiment très mobile. C'est un gars qui est capable de provoquer beaucoup de choses. Fait que d'avoir un Caden Goulet qui est un petit peu plus responsable, je pense que c'est intéressant. Ensuite de ça, deuxième pairing, c'est là que j'y vais avec mon as, Lane Hudson. Lane Hudson, 2 points en 2 matchs la saison dernière du côté de Montréal. Sinon, il a joué majoritairement au niveau de la NCAA. 49 points en 38 matchs. Que je fais jouer avec David Savard. Puis je pense que la logique, elle est très simple là-dedans. C'est que Lane Hudson, c'est un gars qui patine. Il patine beaucoup, 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 beaucoup. Il aime la possession de rondelle, puis il bouge beaucoup avec la rondelle. Fait que d'avoir un David Savard qui est beaucoup plus stay at home, ça peut sécuriser le jeune, puis ça peut sécuriser le jeu de manière générale. Et en plus, David Savard, c'est un bon leader. Fait que pour moi, je pense que ça l'encadrerait et ça sécuriserait Lane Hudson fois 1000. Fait que j'adorerais voir Lane Hudson jouer avec David Savard. En termes de troisième page, j'ai été avec Arbor Xhekaj, 10 points 44 matchs la saison dernière, et Justin Barron, 13 points 48 matchs la saison dernière. C'est un peu les mal-aimés du Canadien. Ben quoi que Xhekaj, les partisans l'aiment beaucoup, là. Mais c'est un peu les mal-aimés du Canadien parce que c'est des gars justement qui sont peut-être un peu limités dans leur impact de jeu. Xhekaj, lui, c'est sûr qu'il est fort physiquement, mais outre ça, c'est pas le meilleur défensivement ni offensivement. Justin Barron, il est jeune, Justin Barron, 22 ans quand même. C'est un défenseur qui acquiert de l'expérience, qui a un bon coup de patin, mais encore là, il n'est pas excellent ni offensivement ni défensivement. Et Jayden Struble, j'ai vu de très belles choses de lui la saison dernière. Je vous dirais que c'est un défenseur que j'aime bien dans les espoirs du Canadien. C'est un gars qui est capable de trouver sa niche dans la LNH, j'en suis plus que convaincu. La saison dernière, c'est 56 matchs pour ce qui est de Jayden Struble, 10 points. C'est la chaise musicale qui va se faire entre les différents défenseurs. À mes yeux, Xhekaj, Barron, Struble, chaise musicale. Maintenant, on va y aller du côté des gardiens de but. Alors, du côté des gardiens de but, pour une fois cette année, on n'a pas trois gardiens de but, on est content. On a deux gardiens de but. C'est quand même assez clair de savoir qui est quoi. Donc Samuel Montembeault qui devrait être notre partant. En 41 matchs la saison dernière, 3.14, 903 d'efficacité. C'est pas exceptionnel, mais l'équipe qui jouait devant lui était pas exceptionnelle défensivement. Ça l'aide pas non plus. Fait que Samuel Montembeault, il va bénéficier d'un style de jeu qui va être plus responsable et mieux organisé devant lui. Mais il a pas mal fait, mais ça a été compliqué la saison dernière. Caden Primo, lui quand même, 23 matchs, 2.99, 910 d'efficacité. Ça a bien été. Il n'a pas gaulé beaucoup, mais quand il a gaulé, ça a relativement bien été. Mais c'est un gardien de but de séquence. Kaden Primo, là, des fois, il te sort des games de fou, puis après ça, il va se planter bien raide. Fait que, faut qu'il se stabilise, tout simplement, qu'il se régularise. Puis à ce moment-là, ben, il pourra avoir sa chance, peut-être même d'avoir un tandem. Ça serait intéressant pour Kaden Primo avoir un tandem LNH. Et par la suite, comme troisième gardien de but, on y va avec Jacob Dobesch, qui lui devrait assez clairement jouer du côté de Laval la saison prochaine. Ben, cette saison, en fait. En 51 matchs du côté du Rocket la saison passée, 2.93 de moyenne et 906 d'efficacité. C'est un gardien de but qui avait aucune foutue technique au début de la saison. Puis plus qu'on avançait, plus que tu voyais qu'il y avait un peu plus de technique. Puis c'est un gars qui était très émotif aussi, ça. Des fois, c'est compliqué, les gars, très émotifs. Alors bref, le Canadien de Montréal a apporté une sévère amélioration en faisant l'addition de Patrick Laine. Ça, déjà là, c'est une très très bonne amélioration. Puis si on a des jeunes comme Lane Hudson qui sont déjà prêts pour la LNH, il suffit que cette équipe-là resserre son jeu, puis déjà on va se donner une chance d'être dans la course aux séries éliminatoires parce que c'est une équipe qui a un tempérament de battant. Et ça, c'est très 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 positif. La mentalité de Kent Hughes, il faut que les gars grandissent ensemble. Fait qu'on veut une stabilité dans notre noyau, puis on va acquérir de l'expérience comme ça ensemble. Fait on mentionne qu'on veut participer aux séries, c'est sûr que ça c'est la cible ultime à chaque année, mais sinon, moi je pense que ça va être difficilement réalisable, mais c'est possible. Alors l'organisation, pour moi, s'il se resserre au niveau défensif, on est dans la course aux séries éliminatoires. Mais sinon, non. Sinon, on va être en dehors du portrait. Fait que bref, d'après vous, le Canadien de Montréal, où est-ce qu'ils vont terminer la saison cette année? Est-ce que c'est une équipe qui est dans la course aux séries? Peut-être que vous pensez qu'ils sont sûrs d'être en série. Peut-être que vous pensez qu'ils vont avoir de la difficulté. Moi, je dis qu'ils vont être soit dans les challengers pour les séries, ou soit tout juste en dessous. Là. Pas nécessairement dans le bas fond, là, mais tout juste en dessous des challengers. Ça, c'est plate parce que tu repêches loin. Ben, tu repêches pas haut, mettons. Fait que bref, d'après vous, où ils vont terminer? Vous avez juste à me le dire au travers des commentaires. Je vous dis un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on lui donne un petit j'aime
j'aime et on active la petite cloche après s'avoir abonné. Parce qu'il y a d'autres aperçus qui s'en viennent et si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, c'est dans une playlist cette vidéo-là. Fait qu'il y a d'autres aperçus des autres équipes de la LNH qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Allez faire un petit tour s'il vous plaît, ça serait très apprécié. Sur ce, je vous dis un grand merci puis on se revoit très bientôt.